Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet. Lisa Dufaux. Et Florian Dai. Pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche avec 3 sujets, n'est-ce pas? Voilà, moi je vais vous parler de sécurité routière et en particulier de sécurité des piétons. Moi, je vous parlerai des nouveaux restaurants qui sont inscrits sur le guide Michelin, donc qui ont été listés à Taipei, Taichung et Tainan et Kaohsiung pour le bib gourmand de Michelin 2024. D'accord, et moi je vous emmènerai pour conclure au centre, enfin peut-être pas pour conclure, on verra l'ordre des passages après, mais au centre de Taïwan, auprès d'une église qui a malheureusement partiellement détruite par les flammes cette semaine. Et du coup, c'est quelle église ? Alors, c'est la paroisse Saint-Patrick à Fengyuan. Donc, les gens l'appellent sur place l'église de Fengyuan, en fait. C'est dans la super municipalité de Taichung. Okay. Et puis, elle était en proie aux flammes en milieu de la nuit du 19 au 20 août. C'est même à minuit 53 précisément que le feu s'est déclaré. En tout cas, que l'alerte a été donnée au commissariat de police qui a tout de suite prévenu les pompiers, les ambulances. Ils ont dépêché sur place 69 soldats du feu pour essayer de circonscrire le feu. Et ils ont réussi, heureusement quand même, assez rapidement. Donc en 1 heure, la situation était sous contrôle, mais au bout de 15 minutes, le gros des flammes était déjà éteint et ça a permis de limiter un peu les dégâts et la casse. On parle d'une église qui a été construite il y a 68 ans. Donc il n'y a pas de victimes, ça va ? Non, parce que c'était au milieu de la nuit. Ouf. Et le prêtre qui vit sur place, apparemment, était dans un bâtiment adjacent. Donc, aucun blessé, aucune victime, même parmi les pompiers qui sont rentrés dans l'édifice pour tout éteindre. Et il y a eu, au départ, 8 véhicules qui ont été envoyés sur place. Et quand ils ont vu l'ampleur des flammes, dès les premiers arrivés sur place, on demandait des renforts, ce qui a permis d'être efficace dès les premières flammes et d'éviter de propager au bâtiment adjacent et à l'église. Enfin, l'église est quand même bien atteinte. Le feu, le départ du foyer, c'était dans la sacristie, donc c'est le bâtiment qui est adjacent à l'église, là où le prêtre et les enfants de chœur se préparent avant de célébrer l'office en fait. Et d'après les premiers éléments d'enquête, c'est un court-circuit qui aurait été dans un disjoncteur à l'origine de l'incendie, donc accidentel. Et ça, après, c'est parti comme du petit bois parce que la charpente était en bois dans cette sacristie. Tous les habits de cérémonie, ça part aussi très très rapidement dans les flammes. Donc tout ça, ça a été détruit, toute cette partie-là. Mais par contre, tous les objets sacrés de cette église, comme l'autel, le tabernacle, différentes statues, sont sinon intactes, du moins restaurables. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, le prêtre sur place et l'évêque, l'évêque, c'est le responsable de toute la région, ce qu'on appelle un diocèse, s'est rendu sur place dès le lendemain. Et ils étaient heureux de voir que ce qui était sacré, donc le plus précieux pour eux, était quand même sauvé. Par contre, l'église est toute noire dedans, il y a énormément de nettoyage à faire, le mobilier est parti un peu en flammes. Le reste, La toiture. La toiture, voilà, le faux plafond est tombé. Donc il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de réparations à faire. Et la mairie de Taichung a expliqué que cette église, certes, elle est souvent visitée parce qu'elle est très jolie, elle est dans un style d'église occidentale avec un clocher. Il y a une grande représentation de Saint-Patrick parce que c'est le saint patron de cette paroisse sur la façade. Et dedans, il y avait une statue de Saint-Patrick avec des reliques de Saint-Patrick qui ont pu être sauvées apparemment. Mais l'édifice n'était pas classé au patrimoine culturel, donc il n'y aura pas de subvention ou d'aide à ce niveau-là pour la reconstruction, la réparation. Du coup, l'église fait déjà appel aux dons pour pouvoir essayer de rattraper cela. Et ce qui est beau, c'est que dès le lendemain, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, on en parle à Taïwan, il y a plusieurs centaines de personnes, croyants et non-croyants, qui sont arrivés sur place pour mettre la main à la pâte, sortir les bancs, les chaises qui avaient brûlé, nettoyer. Et même des bénévoles des temples voisins qui sont venus aider. Bon, l'église protestante est venue aider. Enfin, c'est toute la région qui s'est unie pour sauver cet édifice et aider les gens à s'en sortir, quoi. Et alors, si on en parlait aussi au niveau du patrimoine, apparemment, plusieurs fois, ça a été proposé que ce soit classé au patrimoine. Après, il y a des listes qui sont prises en compte. Il faut que ce soit d'abord au niveau municipal, puis au niveau régional, voire national plus loin. Au niveau municipal, l'édifice n'a pas été listé parmi les prioritaires. Il y a des budgets qui font qu'on est limité aussi, donc ce n'est pas forcément tous les édifices, qu'ils soient religieux ou non du reste, qui mériteraient d'être classés au patrimoine, qui le sont de facto en fait.
Donc jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu être classé au patrimoine. Elle date de quelle année déjà ? C'est ce que je voulais dire justement, ça remonte en 1953. D'accord. Et c'est un missionnaire américain de la communauté catholique des Marinoles, un Li Lei-su, qui a été envoyé à Taïwan pour commencer cette construction sur place. Alors lui, en fait, il est arrivé en 1950 à Taïwan au moment où il a été chassé avec sa communauté de Chine continentale. Et arrivé à Taïwan, on lui a confié ce lieu-là. Et au début, il vivait dans un hangar au-dessus des maisons à 4-5 étages, là, sur les toits des maisons, comme beaucoup faisaient, avec un confrère. Et puis, ils ont commencé à parler un petit peu de Dieu, de leur évangile, de la mission qu'ils avaient en Chine continentale. Et puis, vu qu'un des deux parlait très bien taïwanais, ils ont été très rapidement intégrés à la population locale. Je suis en train de faire le lien, en fait, puisque les premiers cours de taïwanais que j'ai pris, c'était justement avec l'Institut Marignol, qui venait de Taichung, justement. Donc, ils enseignaient un accent de Taichung. Je comprends pourquoi maintenant. Ils ont un centre et ils mettent un point d'honneur pour tous les étrangers qui viennent en mission avec leur communauté à apprendre le taïwanais et pas que le chinois. Et c'est vrai que c'est un des centres d'apprentissage de taïwanais parmi les plus connus à Taïwan aujourd'hui, il paraît. Ils enseignaient aussi les langues autochtones. Et là, un des deux qui était très doué en taïwanais fait qu'ils se sont très rapidement intégrés. Et la population a dit, vous ne pouvez pas parler de votre religion sans avoir une église. Là, vous avez un tout petit oratoire dans votre appartement. Les gens ne vont pas pouvoir venir prier comme ça. Il faut construire un temple comme on en a, nous. Et c'est comme ça qu'ils ont cherché des dons, un terrain. Lui a acheté un terrain. Il a été 5 ans plus tard renvoyé aux États-Unis pour une autre mission, d'autres responsabilités. Et le deuxième a continué. Donc c'est aussi un Américain, connu à Taïwan sous le nom du prêtre Chao de Zhao. Et lui a trouvé les fonds nécessaires. Il est même retourné en Chine de manière un petit peu cachée, souterraine, pour avoir des fonds et des dons avec des gens qu'il connaissait sur place. Il a eu assez d'argent pour pouvoir, en présentant la mission qu'il faisait sur Taïwan, pour pouvoir acheter un terrain et construire une petite église. Et en 3 ans, l'église était construite. Donc, elle a 70 ans d'existence, mais ça faisait 68 ans qu'elle avait vraiment fini d'être construite et qu'elle avait été inaugurée en présence de l'évêque et voilà, donc, de toute la communauté catholique sur place. Il y avait même le représentant du pape à Taïwan qui était sur place pour lancer l'inauguration officielle de cette église en 1956. Alors, dans ce qui est détruit, l'évêque aujourd'hui a dit faut pas pleurer le passé, quoi. Le patrimoine, c'est sûr, c'est beau. Il y a des choses du passé qui sont belles, mais nos églises et notre croyance, c'est pas relégué à des musées. C'est vivant, donc ça continue d'avancer. On fera encore plus beau, encore mieux pour l'avenir, en essayant de consoler tout le monde avec un message d'espoir. Et il a surtout tenu à remercier tous ceux qui étaient là, croyants comme non-croyants, de mettre la main à la pâte. Et c'est une église aujourd'hui qui est assez pauvre, entre guillemets, au sens où elle accueille de nombreux migrants étrangers qui sont à la rue. Donc, ils ont un dortoir où ils peuvent héberger gratuitement ceux qui n'ont rien. D'accord. Il y a beaucoup de travailleurs vietnamiens qui vont là-bas. Il y a une forte communauté philippine, puisque les Philippines, c'est aussi un pays très catholique, qui se retrouvent tous les dimanches pour vivre en communauté sur place. Donc, apparemment, ils ont aussi pas mal d'offices et d'accompagnement en anglais. Donc, c'est plutôt en ville, alors, s'il y a autant de gens travailleurs. Phong Nguyen, c'est rural, mais c'est quand même habité. Voilà. Rural, okay. C'est quand même une commune qui est relativement peuplée. Tout à fait. Pas trop loin de la ville, j'imagine. Pas trop loin, et puis dans un milieu aussi industriel où il y a beaucoup d'usines, donc beaucoup de travailleurs migrants qui travaillent et qui le dimanche peuvent faire une pause là-bas. Voilà, donc ça permet peut-être aussi d'avoir de la main-d'œuvre pour tenter de sauver leur deuxième maison, comme disaient les Philippins qui étaient interviewés par les médias taïwanais après ils sortaient d'ailleurs les narines toutes noires, les oreilles toutes noires, parce qu'il y a plein de suie et du coup, s'il y a autant de personnes qui logent là-bas et qui vont là-bas souvent, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, quoi. Oui, parce que c'est vraiment le lieu de culte, l'église elle-même. Mais tu as dit qu'il y avait un dortoir. Alors oui, mais c'est pas, ça touche pas l'église, quoi. C'est leur paroisse, un dortoir qui n'est pas adjacent à ce site-là. D'accord. Donc heureusement d'ailleurs. Et après, voilà, cette église-là a été reconnue pour être une des premières à encourager les Taïwanais et les autochtones à gérer eux-mêmes leur paroisse
parce que l'Église s'est développée surtout avec les missionnaires étrangers qui sont arrivés là. Et en transmettant la foi, c'est énormément des étrangers qui étaient responsables de ces paroisses, de ces communautés. Que là, ils ont dit, nous, on vous donne les commandes pour gérer vous-même, pour vous autogérer dans l'église, dans la vie de la paroisse. On est là pour vous aider, mais on n'est pas là comme des chefs et puis vous nous obéissez, quoi. Donc c'est aussi cette mentalité-là qui fait que les prêtres américains marinols ont été très salués pour leur mission à Taichung notamment. D'accord. Et dès 1975, ça a été confié à des prêtres locaux, des communautés locales, des laïcs aussi, pas forcément que des personnes consacrées, pour une autonomie de gestion financière et puis pour toute l'organisation de leurs associations, de leur aide humanitaire. Et donc aujourd'hui, leur mission principale, c'est d'aider les migrants en difficulté sur place. D'accord, merci, j'ai appris quelque chose. Voilà. Ouais, je ne connaissais pas non plus cette église. Oui. Mais du coup, en voyant comment elle reste active aujourd'hui et en lien avec la population locale, j'imagine qu'il y aura moyen de reconstruire effectivement relativement facilement avec autant de soutien. Il y a un appel aux dons qui a été lancé et il y a une personne qui veut rester anonyme qui a donné $1 million taïwanais d'un seul coup. Ce qui est déjà énorme aussi pour aider à reconstruire. Il faudrait 30 000 à peu ça fait près. 30 000 euros, ce qui est déjà énorme. Pas assez pour tout réparer, c'est sûr, mais ce qui est déjà énorme. Après, toutes les vitres ont volé en éclats parce que c'est un incendie, le faux plafond est à refaire, donc toute l'électricité, les luminaires, les parties un peu précieuses comme, j'avais pas noté, l'autel, c'est un maître d'œuvre qui a été fait par un sculpteur taïwanais sur bois, Lee Song-lin. Et il avait été lauréat d'ailleurs d'un des premiers prix nationaux des arts et de la culture du gouvernement taïwanais. Et donc ça, c'est quelque chose de précieux aussi, mais qui est abîmé. Et pour le restaurer, c'est pas un petit coup de ponceuse et c'est fini, à mon avis, quoi. Voilà, il y a du boulot, mais il y a beaucoup d'espoir. Et finalement, c'est quand même une belle histoire malgré la destruction par cet incendie. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous parler de la sécurité des piétons, puisqu'il y a un collectif à Taïwan qui milite pour la sécurité des piétons sur les routes, qui a organisé une conférence de presse cette semaine, mardi, pour marquer le premier anniversaire de leur mouvement. Alors, c'est un collectif qui est baptisé Alliance de lutte pour éradiquer les morts des piétons sur la route. Et cette fois-ci, les militants ont attiré l'attention sur le fait que depuis leur appel il y a 1 an, le nombre de morts de piétons sur la route n'a pas baissé, mais au contraire augmenté. Aïe. Et il faut savoir... C'est ce de le dire. Voilà. C'est un mauvais jeu de mots. Donc, il faut savoir qu'en 2023, l'année dernière, il y avait eu une grande manifestation, près de 30 000 personnes, selon les organisateurs, qui avaient participé à cette manifestation organisée sur le boulevard Ketagalan pour réclamer la fin de ce qui est désormais appelé à Taïwan l'enfer des piétons. Et donc plusieurs personnalités politiques, notamment tous les candidats à l'élection présidentielle de janvier 2024, s'étaient rendus sur place pour faire différentes promesses, pour réduire drastiquement le danger auquel font face les piétons dans les rues à Taïwan. Alors, cette expression de l'enfer des piétons, ça vient d'une page Facebook qui est intitulée Taïwan是个行人地狱. Donc Taïwan est un enfer pour les piétons et qui a beaucoup attiré l'attention de l'opinion publique. Alors il y a plusieurs raisons à cette expression. D'abord le nombre d'accidents et donc pour expliquer le nombre d'accidents, il faut revenir sur plusieurs particularités, on va dire, des rues à Taïwan. D'abord, il y a le plus souvent une absence de trottoir. Alors sauf si on va bien sûr dans le centre de Taipei, mais sinon l'absence de trottoir est plus la norme que l'exception. Donc, le plus souvent, en fait, il y a une bande à même la route qui est peinte en verte avec une ligne rouge pour délimiter, avec la partie avec les véhicules. Et ça, avec c'est le trottoir. Des véhicules qui se garent là, des scooters ou bien qui passent. Qui roulent dessus, carrément. Soit qui roulent dessus, soit des brochettes de scooters qui sont garées, soit des voitures, carrément. Qui se garent pour 2 minutes le temps d'aller faire leurs courses. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait que les piétons doivent marcher sur la route. Et on peut d'ailleurs noter que selon les chiffres de juin 2022, il y avait à Taïwan 8 millions de voitures enregistrées pour 14 millions de scooters. Même si c'est un chiffre qui est en baisse, et il y a de plus en plus de voitures, et il y a une tendance un petit peu à la baisse, au ralentissement d'acquisition des scooters. Mais pour 23 millions d'habitants, quoi, ça fait donc c'est pas mal. Une bonne proportion. Après, je pense qu'il y en a pas mal qui sont aussi peut-être laissés à l'abandon, mais bon. Voilà.
Et les voitures, au lieu de ralentir et de laisser passer les piétons, elles vont légèrement se déporter, voire passer quand même, à quelques centimètres à peine des piétons. Je pense qu'on l'a tous vécu à Taïwan, qu'on soit à pied ou en vélo. C'est le plus gros qui passe en premier, quoi. En klaxonnant ou pas, d'ailleurs. Je me suis fait klaxonner en passant aujourd'hui sur un passage piéton qui était ouvert. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'accidents ou, au mieux, quand ça se passe bien, des grosses frayeurs qui peuvent quand même vraiment te choquer, quoi. Et d'ailleurs, les Taïwanais et même les étrangers qui viennent s'installer à Taïwan apprennent très rapidement que les voitures ont la priorité et que les voitures ne cèdent pas le passage aux piétons et que c'est vraiment aux piétons de s'assurer qu'ils sont en sécurité, d'attendre que la voie soit libre pour traverser, même sur les passages pour piétons, comme tu disais, Floriane. Tout est dit dans l'appellation que tu disais de cette association, enfin de cette page Facebook, qui revient même, je crois, d'un article de CNN il y a quelques années. Oui, c'est ça. Et vraiment, ce que j'ai constaté, c'est que les seuls... ce qui est un petit peu plus respecté, c'est les intersections où il y a des feux rouges. Oui. Mais quand il n'y a pas de feu rouge et qu'il y a simplement une ligne stop sur le sol, là, c'est... Sur les feux rouges, je crois qu'assez récemment, ils ont aussi modifié un petit peu pour laisser aux piétons quelques secondes d'avance par rapport aux voitures qui vont dans la même direction, pour que les piétons aient le temps de s'engager vraiment et que les voitures soient obligées de s'arrêter. Ça fait partie des mesures renforcées et promises mais, par l'ancien gouvernement déjà. Et puis justement, c'est la question que je voulais te poser. En un an, le nombre de morts a augmenté alors que les amendes aussi ont augmenté, le code de la route a été renforcé pour prioriser les piétons, mais ça n'a pas l'air de marcher, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le collectif s'est réuni justement devant le Parlement pour demander des comptes et savoir ce qui avait été fait en matière de politique publique pour inverser cette tendance. Et il faut savoir que ce groupe est vraiment très actif. Il milite auprès des députés, auprès des responsables du ministère des Transports. Il organise des réunions de travail avec eux, des conférences publiques aussi pour tenter de pousser justement les pouvoirs publics à légiférer, à mieux appliquer la loi aussi, mieux faire appliquer la loi. Et le collectif a notamment obtenu l'adoption d'une loi fondamentale sur la sécurité routière. Et pourtant, les statistiques, comme je disais, montrent que le nombre de décès sur la route, donc pas seulement les piétons, donc, a quand même dépassé les 3000 l'année dernière. Et le nombre de blessés a aussi atteint un nombre record de près de 540 000 personnes. Attends, ça me semble énorme, ça. Mais c'est ça. Hein. Ça peut, parce que ça peut concerner un bus qui se renverse, c'est déjà plusieurs personnes de blessés d'un coup. Mais c'est ça, c'est énorme. Et après, des tout petits accidents, accrochages, on les compte aussi dedans, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, au total, plus de 400 000 personnes blessées étaient des piétons sur ces 540 000. Donc, c'est 6,7% de plus que l'année précédente. Et les chiffres montrent... Ouais, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Et les chiffres montrent aussi que chaque année, ce sont 23 000 enfants qui sont victimes d'accidents fatals ou de blessures graves. Et en 2023, le nombre d'enfants et d'adolescents tués dans des accidents de la route a atteint aussi un nombre record en 5 ans. Donc vraiment, c'est la catastrophe. Et donc, on est vraiment loin de cette réduction drastique que le collectif aimerait pouvoir observer. Et la présidente, Chun Kai-ning, qui est une femme politique et barmaid, donc, qui a un parcours très intéressant, et qui s'est engagée en politique justement pour cette cause-là. Elle estime que c'est là la preuve que les nouvelles mesures mises en place sont pas assez efficaces. Et en fait, ce qu'ils disent, ce collectif, c'est que le gouvernement met trop le focus sur les sanctions punitives et sans vraiment changer l'organisation des routes, la planification urbaine. Alors, selon eux, la raison principale qui explique cela, c'est qu'il n'y a pas une seule autorité compétente, à la fois pour la conception des routes et pour les travaux, ce qui fait qu'il y a souvent plusieurs ministères ou institutions gouvernementales qui vont se renvoyer la balle pour savoir qui est responsable dans tel ou tel cas. Et donc, il faut savoir que cette nouvelle loi adoptée l'année dernière fait que le ministère des Transports est supposé organiser des réunions mensuelles pour la sécurité routière avec des acteurs de la société civile. Remarquez le « est supposé organiser ». Voilà. Donc en fait, le collectif a fait remarquer que la proportion des acteurs de la société civile est insuffisante et que du coup, ça pose des problèmes de représentativité. Et ça finit par donner des réunions qui sont plus une formalité que des occasions de vraiment changer les choses, puisqu'en fait, c'est vraiment juste des réunions pour parler, un tel... à son petit temps de parole comme ça, mais en fait, c'est un niveau assez bas.
Ouais. Donc, il n'y a pas d'obligation pour le gouvernement de vraiment tenir compte des avis des spécialistes ou des membres de la société civile, qui peuvent être les deux d'ailleurs. Et donc, le collectif a lancé un appel au président Lighting 2 pour lui demander de respecter l'engagement qu'il avait pris quand il avait participé à cette manifestation l'année dernière, à savoir l'engagement d'organiser une conférence ou une réunion de niveau national, donc, sur la sécurité routière, qui traiterait des sujets de la sécurité des piétons et la sécurité des transports en général, avec la participation de davantage d'experts, d'universitaires et de citoyens pour vraiment inclure les opinions et les remarques des personnes lambda qui sont concernées, en fait. Et puis c'est nécessaire. Qui sont les premières concernées par ce problème. Et je pense que c'est nécessaire au niveau de la gestion de centraliser, parce qu'aussi c'est les collectivités locales qui doivent interagir avec le gouvernement pour mettre en place des choses, et c'est eux au final qui sont responsables de mettre en place certaines mesures et pas forcément subventionnés ou pris en charge par le gouvernement. Donc il y a un manque de fonds aussi pour une autre, c'est pas du tout la même organisation. Pour réorganiser les trottoirs, ça demande beaucoup d'argent en fait. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un lieu assez civilisé, assez bien subventionné à Ban Chiao, donc c'est le nouveau Taipei, où on voit tous les grands carrefours qui sont en train d'être en travaux. Donc, alors, le temps des travaux, c'est un petit peu infernal, mais quand les travaux sont faits, les trottoirs sont agencés de sorte que déjà, ils sont un peu plus larges. En plus, il y a la délimitation piste cyclable et piéton sur le trottoir. Et pour traverser sur les grandes artères ou les grands carrefours, tu ne traverses pas pile là où il y a la jonction avec la route perpendiculaire, mais en décalé d'une dizaine de mètres du croisement des routes. Ce qui fait que si le bonhomme est vert pour traverser, et qu'il y a une voiture qui est au feu vert qui peut tourner, elle peut s'avancer dans l'avenue perpendiculaire qui tourne, et il y a l'espace de mettre 2 voire 3 véhicules sans bloquer ceux qui vont tout droit. Parce qu'après, ils sont obligés de s'arrêter avant le passage piéton pour laisser passer les piétons. Et ça, c'était un problème à Taïwan de se dire, oui, je dois tourner, mais il y a plein de voitures derrière moi qui veulent peut-être aller tout droit, qui klaxonnent, qui font pression. Et est-ce que je passe entre deux piétons? Est-ce que je force ou pas? Donc, il y a peut-être, avec ce genre de mesures concrètes, les mentalités qui vont changer. Pardon. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de temps pour voir les piétons. S'il y a plus d'espace et pas juste qu'ils soient un peu dans l'angle mort au moment de tourner. Oui. Donc, sachant que si un piéton est engagé à moins de 3 mètres du véhicule, le véhicule doit marquer un temps d'arrêt. Donc non seulement laisser passer, mais s'immobiliser. S'il ne s'immobilise pas, en théorie, il peut avoir une amende de $3 600 taïwanais. Donc 120 € à peu près. Eh ben, je peux te dire qu'il y a des amendes qui se perdent tous les jours à côté de chez moi. Il y en a qui se distribuent aussi à côté de chez moi. Voilà, parce que on aimerait qu'il y en ait plus qui se distribuent. Ouais, parce qu'on a rarement les preuves de ça. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait marcher et traverser les passages pour piétons avec son téléphone en mode vidéo tout le temps, quoi. Ouais. Mais après, cette politique de délation, la police le fait de moins en moins à Taïwan, et ils font. Enfin, ça marche, mais il n'y a pas forcément de récompense à la clé, en fait. Oui, heureusement. Non, mais parce qu'après, c'est vraiment encourager la délation. Mais il y avait ça avant. Et ça posait problème, justement. Et ça reste... Enfin, oui, ça a encore lieu. Oui. Mais le problème, c'est que c'est pas à la population de faire le travail des flics, en fait. C'est ça. Ce serait la police qui devrait être plus vigilante à ça. Et on les voit faire plus de prévention à certaines heures, en tout cas, ils se manifestent, quoi. Ils sont vraiment au bord du carrefour et bizarrement, quand ils sont là, tout se passe mieux. C'est vrai, mais c'est plus en centre-ville, en fait. Je vois beaucoup plus en centre-ville aussi des personnes J'en ai qui jamais sont vu là, dans mon quartier. Pas pour mettre des amendes, mais pour gérer la circulation avec leurs petits dossards de couleur fluo. Ce sont les volontaires bénévoles qui aident à mais la souvent, c'est dans des districts où les règles sont le plus respectées, en fait, en centre-ville. C'est là où les règles sont les plus respectées. Et ils sont pas là pour mettre des amendes ou pour surveiller ça, donc ils sont là aux heures de pointe. C'est bien aussi, mais c'est pareil, c'est le gouvernement qui délègue et visiblement c'est pas suffisant au vu des données qu'il y a là. Voilà. Donc quoi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Mais si on arrive à marcher en sécurité, ce qu'on peut faire, c'est aller manger au restaurant. C'est vrai que ça creuse l'appétit. Petite transition. Après s'être évité une petite, après une église un petit séjour à l'hôpital. Voilà.
Non, voilà, pour se remettre un petit peu de ses émotions, on peut aller dans l'un des 126 établissements qui sont listés donc par le guide Michelin pour un repas avec 3 plats à un prix raisonnable et de haute qualité. Alors, prix raisonnable et haute qualité, ce sont les critères du guide Michelin. Ce sont les critères annoncés. Il y en a qui sont un peu chers, à mon avis. Mais bon, chacun pourra juger par soi-même. Donc c'est bien, c'est pas juste pour préciser, ce ne sont pas des restaurants étoilés, c'est vraiment des recommandations. Là, c'est le bib gourmand. C'est ça, ouais. Okay. Il y en a plusieurs en fait qui sont aussi des petits restaurants où on peut aller sans se rendre compte du tout non plus que ce soit des restaurants listés par le guide Michelin. Donc il y en a 43 qui sont listés à Taipei, 27 à Taichung, 31 à Tainan et 31 à Kaohsiung. C'est pas trop mal réparti jusque-là. C'est pas trop mal réparti. Je sais pas si c'est que les autres villes n'ont pas été prises en compte. Oui, c'est ça. Ou comment ça se fait qu'il y ait que dans ces 4 endroits-là. Non, c'est ça. Même si c'est que ces 4 villes. Il y a des visites que dans ces villes. Il y a que villes-là. Ouais. Quand il y a des visites, du coup, puisque c'est une controverse pour le guide Michelin. Ah oui. Oui, après, c'est sur quels critères est-ce qu'ils choisissent les endroits où ils vont faire des visites ou pas. Et donc, il y a eu 16 nouvelles additions cette année. Donc, ce sont des restaurants assez variés. Donc, 6 à Taipei, 2 à Taichung, 3 à Tainan et 5 à Kaohsiung parmi les nouveaux. À Taipei, on peut compter le Xin Chao Fan. Okay. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Du riz sauté. Mais ce qui est Xin, donc qui est nouveau. Alors que le Chao Fan, le riz sauté, c'est quelque chose de très populaire. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est entre la nouvelle cuisine et les traditions. Voilà, donc je n'ai pas de créativité gastronomique. À partir de plats très traditionnels, comme le riz sauté. Donc, par exemple ? Je n'ai pas goûté, il faudra aller voir. Il y a le Huangji Luro Fan, donc qui est du porc braisé sur du riz. Ok. Ça, c'est classique. C'est très classique. J'avais effectivement entendu quelqu'un en parler, donc c'est à Taipei, pas très loin de Zhongshan Guoxiao. C'est pas très loin de la radio. Je sais qu'il y a un concours. Chaque année, ils ont un concours pour ça. Vous pourrez lire le meilleur riz au porc braisé. Ouais. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très populaire, disons, comme petit restaurant. Mais ça m'est arrivé de passer devant, je vois où c'est, et effectivement, il y avait la queue. Donc voilà, D'accord. Il y aura encore plus la queue maintenant qu'il est classé bib gourmand. Très probablement, ouais. Il y a un autre restaurant qui propose des saveurs mexicaines qui s'appelle Pang, qui propose des tacos en fait. D'accord. Qui est à Signy, à Taipei. Donc je n'y suis pas allée, mais ça me semble tentant. C'est le seul, le seul de cuisine mexicaine de la liste. D'accord. Et le premier, donc forcément. Qui a aussi des saveurs mexicaines, mais aussi mélangées avec des ingrédients taïwanais. Forcément, à Taïwan, c'est toujours un peu adapté aussi. Il y a un restaurant qui s'appelle le Juan Shi Li, qui fait des petits déjeuners et brunch. Et en fait, c'est un jeu de mots parce que le Shi... Normalement, Shi Li, c'est le pouvoir. Juan Shi Li, c'est soft power. Mais ils ont remplacé le Shi de la force par le Shi de la nourriture. Voilà, vous savez tout. Pas mal. Et je le note. Il est aussi dans le quartier Zhongshan. D'accord. J'y avais mangé, parce que c'est pas loin d'un endroit où j'habitais avant. Pour ce Rancho Lima. Ouais. Et c'était correct, qualité-prix ? C'était correct, qualité-prix, effectivement. Et c'est un petit déjeuner normal avec des danbing, donc ces omelettes à l'œuf. Plutôt croustillantes, pas trop grasses, j'avais bien aimé. Bon, c'est un petit déjeuner classique, en fait. C'est un petit déjeuner classique. D'un brunch, en fait.
Alors, il y a... parce que ce qui fait le brunch, c'est juste que c'est ouvert jusqu'à... Oui, d'accord. J'imagine. Moi, je m'étais imaginé un truc un peu fancy, tu vois. Non, c'est... D'accord. C'est la gamme un peu plus que basique du petit déjeuner, mais ça reste un petit déjeuner assez classique. D'accord. Et puis à Kaohsiung, il y a notamment un restaurant qui propose des guabao. Donc, les guabao, c'est ce qu'on appelle quoi? Pour les étrangers, sur le marché de nuit, on voit les hamburgers taïwanais. Voilà. Mais alors, ça n'a rien à hamburger. C'est un petit pain à la vapeur, il me semble, qui est coupé en deux et puis farci... Avec du porc braisé et de la coriandre et de la poudre de cacahuète. Voilà. Après, on peut peut-être trouver d'autres goûts en fonction de ce qu'on veut rajouter dedans, mais le classique, c'est comme ça, oui. Voilà. Après, il y a aussi un restaurant à Kaohsiung qui propose des pieds de porc. Il y en a un à Tainan qui propose une sorte de soupe épaisse au canard. Il me semble que sur la liste des 126 restaurants, il y en a 2 qui sont végétariens. D'accord. Je ne sais pas à quoi est dû cet écart entre le nombre de restaurants végétariens qu'on peut trouver en se baladant dans les rues et celui sur cette liste. Peut-être qu'il ne rentre pas dans les critères que tu disais au départ du bib gourmand. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il fallait servir plusieurs plats, c'est ça, plat principal avec deux petits éléments à côté pour un rapport qualité-prix intéressant. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, voilà pour la liste. Vous pourrez retrouver tous les 126 restaurants en ligne. Et on mettra le lien. Voilà, on vous mettra le lien. Merci d'avoir suivi On en parle à Taïwan, qui était animé aujourd'hui par François-Xavier Boulet, Lisa Dufaux et Florian Dai. Bon appétit.